Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Eni, donc autour des métiers et des compétences du numérique et comment répondre aux enjeux sur ces sujets. Donc c'est un webinaire qui va être co-animé par Éléonore Carré, donc qui est directrice d'études département opinion et politique. Je suis Antoine Gilles, donc responsable marketing et digital pour le groupe Eni. Donc c'est un webinaire qui va avoir lieu en 4 parties. Donc première partie, une présentation d'Eni, donc du groupe Eni. Deuxième partie autour du contexte de l'étude, pourquoi nous avons réalisé cette étude, les résultats de l'étude, donc qui seront présentés par Éléonore Carré, donc, et enfin une séance de questions-réponses. Donc ce webinaire devrait durer à peu près 30 minutes. Donc maintenant je vais passer donc à la présentation donc, du groupe Eni. Eni, donc c'est un groupe qui regroupe 4 entités. Donc tout d'abord une école d'informatique. C'est une école d'informatique qui diplôme à peu près 800 personnes chaque année, donc dans 2 grandes filières, donc une filière système et réseau et une filière développement. Donc c'est des formations qui vont du bac+2 au bac+5, avec des formations initiales, également des reconversions. C'est des formations qui ont lieu, qui sont soit en continu ou en alternance, avec 5 campus, donc un campus à Nantes, à Rennes, à Niort, à Quimper, mais également depuis un peu plus d'1 an, donc un campus en ligne. Également, deuxième entité qui s'appelle Eni Service, donc c'est un centre de formation à l'informatique, donc plutôt sur des formations courtes de 1 à 5 jours, avec des centres à Nantes, à Rennes, à Niort, à Paris et à Nice. Donc sur tous les domaines de l'informatique, donc que ce soit autour de la bureautique, de l'informatique technique, du développement, système, réseau, etc. Également, donc le groupe Eni, c'est Édition Eni. Donc Édition Eni, c'est un éditeur de livres et de vidéos de formation à l'informatique toujours. Donc des livres papier tels qu'on peut l'imaginer bien sûr, mais aussi depuis presque une dizaine d'années maintenant, des livres numériques qui sont vendus soit au format individuel, soit, et ce qui se développe de plus en plus, sous format de bibliothèque numérique, donc c'est-à-dire avec un accès à l'ensemble du contenu en illimité. Également, donc quatrième entité, donc Eni e-learning, donc ce sont des solutions e-learning d'apprentissage par la pratique autour de plusieurs types de contenus, donc des contenus Office, des contenus Office 365, également de l'informatique technique. Donc c'est des solutions qui sont proposées pour principalement donc, les grandes entreprises, les services informatiques, également bien sûr tout ce qui est secteur public. Donc, maintenant nous allons passer au contexte de l'étude. Donc, le secteur du numérique, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, donc c'est des métiers qui sont toujours en tension, où on a beaucoup de mal à recruter, donc malgré une partie importante d'actifs qui sont au chômage, donc on a 8,7% pour les derniers chiffres qu'on a pu voir. Et le contexte de l'étude, donc c'est comment arriver à faire le lien entre ces personnes qui recherchent un emploi ou qui peuvent monter en compétences. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Éléonore Carré, donc qui va nous présenter donc l'ensemble du contexte de cette étude. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter une étude que nous avons réalisée pour Eni très récemment sur les actifs et la formation au métier du numérique. Si on fait d'abord un petit rappel méthodologique, on peut vous parler de l'échantillon après lequel nous avons réalisé l'étude, soit 1008 personnes représentatives de la population française active âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas. Nous avons réalisé l'étude du 29 mai au 7 juin 2019, donc une période très récente, puisque c'était il y a à peine quelques mois. Et nous avons réalisé cette étude selon les procédures et règles de la norme ISO. On peut voir sur la slide suivante le profil des personnes interrogées. Donc rapidement, vous voyez, c'est assez classique, avec à la fois des hommes, des femmes, différentes classes d'âge, et de population en fonction de l'activité professionnelle. Si on rentre plus directement dans les résultats, on peut voir certains éléments qui vont être très intéressants, mais d'abord, ce qui va nous intéresser aussi, c'est de savoir quel est votre avis à vous pour pouvoir comparer avec les résultats de l'étude. Donc, je vais vous poser une première question qui a été posée à l'ensemble de l'échantillon et on va pouvoir comparer ces résultats. La question, c'est, d'après vous, à l'avenir, les besoins en matière de recrutement dans le secteur du numérique vont-ils être importants ou pas importants? Très importants, plutôt pas importants, pas du tout importants. Je vous laisse 10 secondes pour répondre. On va comparer ensuite avec les résultats de l'ensemble de l'échantillon interrogé dans notre étude. Donc, on va pouvoir comparer
très rapidement dès qu'on va voir les résultats. Donc, vous nous dites très important à 71%, 29% plutôt important. Personne ne dit que ce ne sera pas important. Donc, 100% d'important. Une légère différence avec l'ensemble de l'échantillon et surtout, vous êtes très, très nombreux à dire très important, alors que notre échantillon de 1000 actifs nous a dit des choses un tout petit peu différentes, en tout cas moins intenses. Quand on regarde les résultats, on voit que 88% des personnes interrogées nous disent que oui, le secteur du numérique va avoir des besoins importants en matière de recrutement. Mais vous voyez, ils sont 21% à nous dire très important, ce qui néanmoins est un chiffre assez élevé. Ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont les personnes les plus diplômées qui nous disent avant tout que les besoins seront importants. 92% parmi les personnes qui ont au moins un bac plus 2 contre 84% parmi les personnes moins diplômées. C'est malgré tout quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la population. Il y a une vraie prise de conscience de ce besoin en matière de recrutement. C'est ce qui nous amène à la seconde question sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons un important vivier de futurs actifs formés au numérique et surtout pour la formation continue. Dans le graphique que vous voyez sur cette slide, on voit que 40% des actifs interrogés ont déjà suivi ou envisagent de suivre une formation continue pour se former au métier du numérique. Ils sont 33% à nous dire s'être déjà reconvertis ou souhaiter se reconvertir professionnellement dans le numérique et 32% à envisager ou à avoir déjà repris des études pour se former au métier du numérique. On voit que ceux qui l'ont déjà fait, voilà, on est entre 9 et 13%. Ce sont des chiffres importants et ils le sont d'autant plus parmi les plus jeunes et les plus âgés. C'est intéressant, on voit donc une tendance en cloche où ce sont les plus jeunes et les plus âgés qui sont les plus concernés, notamment pour des raisons différentes. Les plus jeunes parce qu'ils arrivent sur le marché du travail et voient directement quels sont les besoins. Les plus âgés parce que c'est une contrainte, il faut s'adapter à ce marché du travail. Plus globalement, sur ceux qui l'ont fait ou qui envisagent de le faire, on voit que les hommes sont davantage concernés aujourd'hui. Par exemple, sur l'a fait ou envisage de le faire, une formation continue, 44% parmi les hommes contre 35% parmi les femmes. Et sur les deux items en bas de classement, ce sont les mêmes chiffres, 36% parmi les hommes contre se former au numérique est plus forte parmi ceux qui sont peu, voire pas diplômés. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose sur le type de poste, sur les avantages en tout cas que permet la formation au numérique? C'est ce que je vais vous montrer dans la slide suivante. Pour les actifs que nous avons interrogés, les principaux critères du bien-être au travail sont permis grâce à la formation au métier du numérique. Globalement, que l'on parle du numérique ou non, des formations au numérique ou non, ce qui est important au travail pour les actifs aujourd'hui, dans toutes les études que nous réalisons, ce sont avant tout un emploi intéressant de manière générale et la rémunération et la reconnaissance de ces employeurs et de ces clients. Là, on retrouve deux de ces trois critères en tête de classement de ce que permet la formation au métier du numérique. L'emploi plus intéressant, la meilleure rémunération. Donc, des critères très classiques de choses permises, en tout cas ici, par les formations au métier du numérique. Plus globalement, ce qu'on voit aussi, c'est que 73% citent au moins un des avantages parmi tous ceux proposés. Donc, 3 actifs sur 4 estiment que réellement, une formation au métier du numérique offre des avantages réels pour son employabilité, pour son travail. Que ce soit aussi le fait de par exemple, postuler, ça permet d'avoir un CV plus attrayant, voire de changer plus facilement d'employeur, et même d'avoir un meilleur statut social. Sur ces avantages,
on voit encore la différence entre les plus jeunes et les plus âgés, puisque les plus jeunes sont davantage à y voir réellement un avantage. Ils sont 78% contre 73% en moyenne, tandis que les plus âgés, les personnes âgées de plus de 50 ans, sont un peu moins nombreuses à citer au moins un avantage, 68%. Donc on voit qu'il y a un positionnement différent qui est plus pour certains de l'ordre de l'opportunité et pour d'autres de la contrainte. Mais globalement, tous en tout cas s'accordent sur le fait que les formations au métier du numérique offrent des avantages, et encore une fois, un peu plus les hommes qui sont plus avancés dans l'appréhension de ce secteur. Si des formations au numérique existent, il faut qu'elles soient de qualité. Et c'est ce que je vous montre sur la slide suivante, c'est que pour que ces formations soient de qualité, puisqu'il y en a de nombreuses aujourd'hui, et il y en a de plus en plus, et il va y en avoir encore de plus en plus, il faut qu'elles garantissent, qu'elles donnent des gages de qualité. C'est important aujourd'hui, quand on se forme, d'avoir la certitude que cette formation, elle va être reconnue et qu'elle va être elle va pouvoir servir auprès de son futur employeur, par exemple, et qu'il y aura bien un diplôme. Donc, parmi ces principaux gages de qualité, on retrouve des gages très classiques, et c'est ce que je vous disais, sur le fait d'avoir un diplôme, un titre ou une certification reconnue par l'État, mais aussi le fait d'avoir finalement une méthode pédagogique reconnue, qui est cité à 15%, donc un peu plus bas, mais ce sont des éléments importants, tout comme le diplôme qui lui est cité à 34%. Donc on a vraiment besoin de savoir que cette formation, elle va être reconnue, qu'elle est fiable et qu'elle est de qualité. On a aussi le fait que on a besoin d'avoir les garanties liées à la formation en ligne. Une formation en ligne doit avoir les avantages du online. Donc, notamment, avoir un accès 24 heures sur 24 à la formation, qui est le premier avantage cité, mais aussi le fait que ce soit, excusez-moi, donc d'avoir des matériaux pédagogiques multimédia, vidéo, son et autres, et pas uniquement un, mais en fait une multitude de supports, et donc avoir tous ces avantages liés au numérique. Mais pas seulement, puisqu'en fait, et ça encore, c'est quelque chose qu'on constate dans toutes les études qu'on fait, que ce soit sur le numérique directement, mais aussi sur l'intelligence artificielle, c'est que toutes ces nouvelles méthodes, elles sont voulues, elles sont appréciées, elles sont souhaitées, mais il est toujours souhaité aussi qu'il y ait un accompagnement humain. L'accompagnement humain et la présence de quelqu'un à qui on peut se référer est extrêmement importante. C'est pour ça qu'avoir des bilans réguliers sur son niveau de progression, c'était à 23%, avoir également un accompagnement pédagogique personnalisé, et c'était à 22%, mais aussi la possibilité de pouvoir contacter le formateur à 20%, aussi un accompagnement personnalisé dans la recherche d'emploi à 12%, sont autant de critères qui sont extrêmement importants. Le besoin de savoir que quelqu'un d'humain peut évaluer son avancement et certifier de ses compétences au final est très largement cité. Cet accompagnement, il est important, mais on voit bien que si on a une volonté de pouvoir se débrouiller seul, par exemple avec l'accès 24 heures sur 24 à la formation, qui est le premier item cité, ou encore le fait d'avoir quelque chose en fait qui soit où on peut se débrouiller seul, où on peut mettre en pratique ses apprentissages, où on peut avoir finalement tout type de contenu qui soit facilement accessible. En fait, on voit globalement que les gages de qualité qui sont cités, ils doivent en fait permettre à tout type de personnes et de profils de suivre ces formations, que ce soit des personnes qui veulent se débrouiller seules, même si l'accompagnement humain restera important, ou des personnes qui misent avant tout sur cet accompagnement humain. Ça doit remplir tous ces critères, sachant que le principe aussi de la formation en ligne, c'est de pouvoir s'adapter aux emplois du temps des personnes qui, par exemple, font de la formation en continu et non pas toujours un emploi du temps qui permet
se former en permanence et d'être disponible en permanence. Donc, il faut que ce soit vraiment adapté à tout le monde, que ça certifie un diplôme et que ça ait les avantages de la formation en ligne. Sur la question suivante, je vais vous relancer un petit sondage pour savoir si vous pensez comme notre échantillon et si les résultats sont comparables. Selon vous, se former professionnellement au métier du numérique est-il ou non à la portée de tout le monde? Oui, tout à fait, oui, plutôt, non, plutôt pas, non, pas du tout. Encore une fois, je vous laisse 10 petites secondes pour répondre et ensuite on pourra comparer aux résultats de l'ensemble de l'échantillon interrogé dans notre étude. Alors, on va pouvoir voir les résultats. Donc, vous nous dites oui, tout à fait à 21%, oui, plutôt 29%, donc 50% de oui, non, plutôt pas 43%, non, pas du tout, 7%. Donc, on est à 50% de chaque côté. Et vous êtes un peu plus positif que l'ensemble de l'échantillon interrogé, enfin plus partagé, pardon, que l'ensemble de l'échantillon interrogé, parce que dans le sondage que nous avons réalisé, 38% nous ont dit que ce n'était pas à la portée de tout le monde, ce qui déjà est un chiffre important. Vous êtes encore plus négatif, pardon, que cet échantillon. Et vous dites que, donc vous à 50% et notre échantillon à 38%, que ce n'est pas à la disposition de tout le monde, que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les plus pessimistes sur ce point-là, ce sont notamment les femmes à 42%, les seniors à 44%, et aussi les catégories socio-professionnelles plus populaires à 42%. On voit que ce sont globalement des profils, ces profils qui sont plus négatifs, qui ont généralement moins passé le cap de la formation et qui néanmoins expriment des velléités de le faire, donc qui s'imposent des freins, qui n'osent pas encore passer le cap, alors que il semble que ce soit possible et accessible à tous. Et ce sont généralement des freins qu'on s'impose à soi-même. Pourtant, beaucoup conçoivent que en fait, il faut avoir certaines caractéristiques, certaines aptitudes pour accéder à ces formations. Et c'est ce que je vous montre sur la slide suivante. Le sentiment qu'il faut et aussi par les seniors qui se sentent contraints et qui finalement ont le sentiment d'être déjà dépassés. Ils ne disposent pas des codes aujourd'hui, ou en tout cas c'est comme ça qu'ils le perçoivent, et ils se freinent en se disant je n'y arriverai pas parce qu'il faut avoir des compétences que je n'ai pas acquises tout au long de ma carrière. Et il y a aussi l'idée qui revient souvent dans toutes les questions quand on demande quels sont les freins que les Français rencontrent, quel que soit le type de question. Le frein financier est très largement cité et très souvent cité. Et l'idée que ça coûte cher et que tout le monde n'a pas les moyens est citée par 42% des personnes interrogées, notamment les catégories socio-professionnelles populaires, qui le citent davantage, et les femmes. Et puis, il y a aussi l'idée que c'est plutôt pour les jeunes. Globalement, sur ce point-là, tout le monde s'accorde, même si ce sont un peu plus souvent les personnes âgées qui le disent, mais tout le monde partage cette idée que c'est davantage réservé aux jeunes, ainsi que davantage réservé aux profils scientifiques. Et puis enfin, l'idée qu'il faut détenir au moins un bac+5 ou être un homme sont citées de manière assez minoritaire. Pour conclure cette étude, finalement, on peut dire que d'un côté, on a la prise de conscience qu'il y a une véritable demande de la part du secteur de recruter des profils dans le numérique et que ça va exploser, que ça va continuer en ce sens. Et de l'autre, on voit bien la nécessité perçue par les actifs de devoir s'adapter à ce renouvellement du paysage professionnel, que ce soit
pour avoir un poste pour les plus jeunes ou faire évoluer son poste pour les plus âgés et rester sur le marché du travail. Une évolution est en cours, des formations sont engagées, sont lancées, mais il faut qu'elles soient synonymes de qualité, avec les vertus d'une formation classique, donc certifiante et reconnue par l'État, et les atouts d'une formation en ligne aussi, c'est-à-dire la possibilité d'y accéder 24 heures sur 24, d'avoir des supports multimédia et d'avoir finalement un accompagnement aussi humain qui permette de comprendre et de suivre son évolution et de pouvoir échanger dessus. On voit bien aussi que cette formation, et pour réussir à s'adapter à ce monde du travail qui évolue, elle doit permettre de fournir, au final, elle doit aboutir, et en tout cas c'est ce qui est perçu, ça permet d'avoir un emploi plus intéressant, d'avoir une meilleure rémunération et d'être davantage valorisé. Mais on voit bien, comme sur les dernières slides, encore trop d'actifs se mettent des barrières, se freinent eux-mêmes en pensant que ce n'est pas pour eux, avant tout pour des compétences, pour des raisons de compétences techniques ou financières, un point sur lequel j'imagine que Eni pourra vous éclairer. Merci. Oui, Éléonore, merci pour la présentation. Effectivement, si on revient sur ce dernier slide, on se rend compte que les freins, c'est principalement des freins psychologiques, et ça rejoint le début de l'étude sur des métiers en tension autour des métiers du numérique d'un côté, et des personnes au chômage de l'autre qui se rencontrent pas. Voilà, ces freins autour des compétences techniques, du prix ou des profils, que ce soit jeunes, scientifiques, Bac+5 ou hommes. Aujourd'hui, et c'est le message qu'on essaie de faire passer notamment via cette étude, il y a des formations pour tous les niveaux. Il y a des formations on fait des tests avant de faire une formation, donc il y a des tests d'évaluation de niveau, on a des outils pour ça, on a un test numérique pour mesurer notamment la maturité numérique des personnes. On a des formations autour d'Office, pour apprendre les bases d'Office, Office c'est Word, Excel, PowerPoint, etc. D'autres autour d'Office 365 qui permettent justement de travailler autour des outils collaboratifs, donc d'aller un petit peu plus loin, qui permettent d'aboutir à des certifications également sur tous ces sujets-là. On a également dans nos différents publics, et là je parle plutôt pour le niveau de l'école, des personnes en reconversion. J'ai en tête par exemple la semaine dernière des personnes que j'ai interrogées qui travaillaient dans la restauration, donc dans la restauration rapide, qui avaient accédé à des postes de manager et qui en avaient marre de ce sujet-là et qui ont souhaité devenir développeurs. Donc on les a pris, on les a formés. Et aujourd'hui, cette personne que j'ai rencontrée donc, est développeur. Donc c'est vraiment, en plus c'était une femme, donc c'est vraiment des freins qui sont mis dans la tête. J'ai également le souvenir d'une personne que j'ai rencontrée également la semaine dernière qui était commerciale dans les assurances, qui aujourd'hui a suivi une POE et qui est aujourd'hui testeuse. Alors, elle teste des applications dans le domaine de l'assurance, mais c'est un métier qui n'a rien à voir avec son métier précédent. Et c'est pour le coup, c'est vraiment sur ces personnes, ces publics prioritaires dont on parlait, donc les femmes ou les publics plus éloignés de l'emploi, comme les publics infra-bac par exemple, il y a vraiment des opportunités à saisir pour vraiment monter en compétences. Également, il y a un autre public, c'est le public où si on veut aller plus loin, pour les informaticiens. Donc là, c'est un public qui est plutôt dans les métiers du numérique. Donc on y reviendra tout à l'heure, il y a une question sur exactement la définition des métiers du numérique. Donc pour le coup, c'est ceux qui font le numérique, donc les IT. Ils ont des outils pour pouvoir monter en compétences donc, par eux-mêmes. Donc on voyait tout à l'heure sur la slide autour des accès 24/24, des contenus divers en libre service, où les personnes peuvent se former comme elles veulent, quand elles le veulent. Donc il y a des outils pour ça. Et également autour des montées en compétences qui sont vraiment ciblées autour de e-learning technique. Donc sur un sujet particulier, au hasard, je vais prendre Microsoft Azure par exemple, où elles peuvent monter en compétences sur ce sujet. Donc, ce qui fait, vraiment, on est vraiment sur des freins psychologiques, d'après ce que je peux voir de ces résultats, par rapport à la réalité de ce qu'on peut faire, notamment autour de la grande école du numérique ou des outils d'évaluation qu'on peut avoir d'un autre côté pour les monter en compétences ciblées. Et une des toutes premières questions qui nous a été posée, c'était sur la définition qu'on donne au métier du numérique. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas défini, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'un métier, les métiers du numérique? Donc pour moi, il y a deux choses différentes. Donc tout d'abord, il y a ceux qui font le numérique. Donc on pense aux informaticiens, aux personnes qui font du web marketing, qui travaillent dans le web, qui travaillent dans les applis, ces choses-là. Donc c'est vraiment ceux qui travaillent vraiment directement dans le numérique. Et également, il y a tout un autre public. Donc ça, c'est le public qui est traité plutôt par l'école, Eni École Informatique. Et il y a tout un autre public qui sont des personnes
qui, elles, utilisent le numérique au quotidien, donc qui peuvent utiliser Office 365, qui également vont sur les réseaux sociaux pour promouvoir leur entreprise, pour aller chercher des clients, pour faire, c'est vraiment toutes ces personnes qui utilisent le numérique. Donc, c'est deux publics différents, mais pour nous, ça se recoupe. On a de plus en plus de métiers qui utilisent le numérique, pour le coup, et l'idée, c'est d'essayer d'avoir tout le monde d'essayer de faire monter le niveau global, en fait, de toutes ces personnes pour qu'elles puissent améliorer leur employabilité. Alors, je ne sais pas si ça répond à la personne qui posait la question sur les métiers du numérique. Voilà, apparemment oui. Donc, il y a également l'outil également qui est bien distingué du métier tout court. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les poser par écrit, n'hésitez pas. J'ai une remarque sur 15%. Alors, c'était sur la partie autour de la méthode. On peut peut-être revenir sur le slide. Voilà, c'est sur ce slide-là, en fait, une personne qui était étonnée des résultats, alors je ne sais pas si c'est Léonore peut-être, donc autour de la méthode pédagogique reconnue. Donc seulement 15%, la personne interprétait, elle trouvait que c'était peu. Alors on est vraiment sur une photo hein, de ce que pensent les Français. Donc d'un côté, donc on a 15% de personnes qui estiment qu'une méthode pédagogique reconnue est importante, mais de l'autre, ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi 20% de personnes qui pensent que des contenus en libre service sont adaptés pour eux, qui préfèrent peut-être ne pas avoir de méthode pédagogique, mais avoir un outil sur lequel on va chercher soi-même les informations dont on a besoin. Donc c'est des choses qui sont complémentaires, je pense, qui correspondent à des publics différents. Bien sûr, en fait, c'est exactement ça. Il faut que la formation, elle s'adapte, elle soit souple et qu'elle s'adapte à chacun des profils. Je reviens sur ce que je disais. Ce qui est important, c'est que au final, le diplôme soit reconnu, par exemple, ou le titre ou la certification soit reconnu. Mais en fait, que la méthode pédagogique, elle soit reconnue, c'est important. Et en fait, ça arrive aussi à 15% parce qu'on avait beaucoup de propositions et que finalement, la méthode par rapport à un accès 24 heures sur 24 et un diplôme, c'est plus secondaire. La méthode pédagogique reconnue, c'est important parce que ça rassure certains. Pour d'autres, ce n'est pas forcément nécessaire. Et finalement, c'est la méthode la plus efficace qui sera le meilleur gage de qualité. Finalement, je vais prendre un exemple alors d'un tout autre type d'école, mais c'est du numérique aussi, mais ça sur une formation sur du Word, on explique les choses de la meilleure manière possible pour que ce soit compris. Alors sur l'exemple que vous avez donné, Éléonore, qui pour le coup ne nécessite pas de formation préalable, c'est également tout ce qu'on peut faire d'un côté avec tout ce qui est grande école du numérique. On prend des publics vraiment éloignés de l'emploi, quel qu'il soit, et on les amène grâce à une première évaluation et ensuite une formation sur des métiers qui sont, sur lesquels au départ ils ne s'étaient pas du tout positionnés. Donc même s'ils n'ont pas du tout le profil, parce que ces deux exemples que je donnais tout à l'heure, donc autour de la restauration ou la personne qui était commerciale, qui arrive soit sur des métiers de testeur, des métiers de développeur, de technicien support également, ça arrive très régulièrement, ou alors des personnes qui ne connaissaient que peu de par leur métier, qui connaissaient peu de choses au niveau de l'informatique et qui montent en compétence sur des outils type collaboratif avec notamment Office 365 par exemple. Alors je ne sais pas si on a d'autres questions parmi les personnes qui nous écoutent. Également, donc on parlait de méthode pédagogique reconnue. Il y a la méthode pédagogique, mais moi vraiment ce que je retiens de cette étude en fait, c'est la partie autour de l'accompagnement. Il y a une énorme demande en fait d'accompagnement et de suivi. Quand on voit 23% sur des bilans réguliers sur un niveau de progression d'un côté, l'accompagnement pédagogique personnalisé à 22%. Si on ajoute à ça la possibilité de pouvoir contacter le formateur, donc par téléphone, mail, etc., encore à 20%, il y a vraiment un besoin d'accompagnement. Donc je pense sur les formations qui sont un petit peu plus longues d'un côté et sur lequel qui s'oppose un petit peu à l'autre partie. Donc je pense que c'est pas du tout les mêmes personnes qui demandent des contenus en libre service, donc pour 20% d'entre eux, et des matériaux pédagogiques différents. On a d'autres questions qui arrivent. Alors, comment... Sur ce point-là, d'autant plus, alors moi, vraiment, j'insiste sur le fait que en fait, il y a une vraie appétence pour tout ce qui est en ligne et avoir accès à
que ce soit en fait de l'administration en ligne, des formations en ligne, des services en ligne, mais il y a toujours un réel besoin de savoir qu'on peut être accompagné par un accompagnateur, enfin par que ce soit un formateur pour le cas des formations, un agent pour l'administration. Les deux sont pas du tout incompatibles et généralement vont de pair et c'est très bien compris par ceux qui mettent en ligne des services parce qu'on a toujours besoin de se référer à quelqu'un, de pouvoir poser des questions. C'est généralement très frustrant d'avoir quelque chose, d'avoir un service qui est uniquement numérique où en fait on peut, quand on bloque et que finalement on ne sait pas comment avancer et aller plus loin ou finalement le service bug, c'est important d'avoir quelqu'un, un humain à qui on peut en parler et ça c'est propre vraiment à tout ce qu'on peut tester de services en ligne. Donc c'est assez intéressant de voir que, encore une fois, on le retrouve bien ici. Ok, donc on a Stéphane qui nous pose une question, donc très pratique. Donc quel contenu est mis pour travailler les compétences numériques? Donc tout d'abord, ça dépend de quelles compétences on parle, mais si on peut parler d'une méthode, plutôt, ce sera peut-être le plus efficace. Ce qu'on propose d'abord, ce qu'on recommande, c'est d'évaluer les niveaux de compétences de chaque personne. Donc, notamment, on a un test numérique pour ça, donc qui permet de se positionner sur différents domaines. On a ensuite un test, on a également des tests de niveau de formation, et suite à ça, on peut mettre en place différents types de formations. Donc, soit des formations sur des niveaux de base ou des niveaux plus avancés, en fonction du profil de chaque personne. Suite à ces formations, donc accompagnées ou non, qui peuvent être sur des formations Office, si on le souhaite, si on est vraiment sur des Office 365 du collaboratif, ou alors c'est des formations beaucoup plus techniques. On peut, donc on a ces deux types de formations, et suite à ces formations également, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se certifier, donc évaluer en fait le niveau vraiment d'apprentissage et donc un niveau de certification. Ça, c'est pour les compétences numériques. Autour des métiers du numérique, on a une méthode qui permet justement, via des formations plus longues, via l'école notamment, de se former. Donc là, c'est plutôt sur les métiers de développeur, système et réseau, testeur, etc. Alors, autre question, avez-vous des outils permettant de faciliter la mise en œuvre de formations à distance via MediaPlus hors bureautique? La mise en œuvre de formation à distance. Donc oui, c'est notre métier. Donc sur l'ensemble de nos contenus, si on est présent aujourd'hui, donc aussi bien pour notre campus en ligne que pour les outils MediaPlus, on propose, pour faciliter la mise en œuvre de ces formations, l'apprentissage. On peut vous connecter sur un portail de e-learning, vous pouvez visionner des vidéos, réaliser des exercices, des TP, répondre à des quiz, ce genre de choses directement en ligne, qui permettent d'apprendre tout simplement les différents outils sur lesquels vous pouvez vous former. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Donc, la question était hors bureautique. Donc, c'est hors bureautique, oui, on a tout un catalogue de formations en e-learning technique autour de SQL, de PHP, de Java, de beaucoup d'autres sujets. Donc, il y a des formations qui peuvent être suivies, donc on appelle des e-formations. Également, via notre bibliothèque numérique, vous retrouvez tout un ensemble de formations en libre service et de parcours thématiques, notamment sur tous ces sujets et tous les sujets qui font l'informatique d'aujourd'hui et qui préparent celui de demain. Alors, il y a des questions également par rapport au financement. Donc, au niveau des financements, il y a pas mal de solutions possibles, qu'on parte des OPCO, qu'on utilise le CPF, la grande école du numérique. C'est vraiment en fonction des profils et des besoins. Donc là, pour ce type de questions, ce que je vous invite, c'est à contacter directement une personne chez nous en fonction de l'outil, et on pourra vous recommander le type de financement qui sera le plus adapté. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions encore.
Donc, on nous propose d'avoir des lieux ouverts avec une bonne connexion pour que les apprenants ne soient pas en peine au niveau matériel et connexion. Donc, bien sûr, c'est des choses qu'on recommande évidemment à toutes les personnes qui se forment de se mettre. On a toute une série d'outils justement de bonnes pratiques pour se former au numérique et en e-learning, se mettre dans un lieu séparé des personnes, si possible avec un casque. Réserver des plages horaires pour pouvoir se former au numérique, les bloquer dans son calendrier, etc. C'est des choses qui font partie des bonnes pratiques qu'on recommande. Alors, l'accompagnement personnalisé pédagogique se fait-il par un allongement de la durée ou par une graduation du niveau? Donc, ça peut dépendre de la formation. Donc, l'accompagnement personnalisé ne pousse pas forcément à augmenter la durée de la formation. On est sur du e-learning, donc souvent les personnes sont, quand on est sur du e-learning, les personnes peuvent être autonomes, peuvent avoir une durée pendant laquelle elles peuvent se former, mais également, quand on est sur des formations type campus en ligne, non, il y a un nombre de semaines de formation qui sont prévues au préalable, et justement l'accompagnement pédagogique permet de mettre un point très régulier, de manière hebdomadaire habituellement, plus il y a aussi un point au niveau de l'accompagnement vers l'emploi, hebdomadaire également, qui permettent de cadencer la semaine. Et pour quelqu'un qui a une durée de formation estimée de 35 heures par semaine, c'est quand même assez lourd comme type de formation, ça lui permet d'avancer et surtout de continuer à pouvoir avancer sans délaisser un petit peu sa formation, qui est souvent une chose qu'on peut retrouver dans les solutions e-learning. Donc l'accompagnement permet au contraire, je pense, d'accélérer un petit peu la durée totale de la formation, si on compte en nombre de semaines. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer par email également, si vous le souhaitez. Ce qu'on va faire, c'est ce webinaire, nous l'avons enregistré, donc nous allons le publier sur notre chaîne YouTube et sur nos différents sites internet. Donc, vous pourrez le recevoir, le diffuser si vous le souhaitez également. Donc, dernière question, donc, qui sont les formateurs? Donc, les formateurs, alors ça dépend bien entendu des contenus. Donc, si on prend le contenu de la bibliothèque numérique, c'est bien entendu les auteurs de nos livres et les auteurs de nos vidéos. Nous avons également tout ce qui est parcours thématique. Donc, ce sont des formateurs de l'ENI, qui sont pour la plupart des formateurs qui sont embauchés chez nous en CDI depuis plusieurs années, qui sont vraiment des experts dans leur domaine sur chaque formation. Pour la partie autour de MediaPlus et de l'e-learning autour d'Office, apprentissage par la pratique, c'est l'équipe pédagogique interne de l'ENI qui a une expérience d'une vingtaine d'années sur ces questions-là, qui permet l'apprentissage de différentes solutions, des différents points en fait qui concernent chaque logiciel, et notamment avec le collaboratif. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont très à l'aise, et c'est les experts pédagogiques qui font les questions, les points différents d'apprentissage. Donc, pouvons-nous obtenir l'étude? Bien entendu, on la mettra sur la page de chaque entité ENI concernée par ce webinaire. Voilà, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions qui vous viennent un petit peu plus tard. Nous serons ravis de pouvoir y répondre. En attendant, merci d'avoir été nombreux à nous écouter pendant 45 minutes.